Didier Charbonneau, que vous voyez là et que je remercie beaucoup parce qu'il a accepté de se joindre à nous et de nous faire profiter de son expertise. Alors les Québécois d'entre nous le connaissent très bien. Et en fait, une question qui se pose à nous et qui se pose sans doute à tous les acteurs de ce champ des plateformes, de répertoires, de mise à disposition de corpus, sont des questions juridiques. Ça, c'est vraiment transversal. Avec en plus des spécificités, c'est-à-dire que le droit américain n'est pas le droit français, et qu'en particulier le droit français, il est très très contraignant en termes de droit de propriété intellectuelle. Et nous nous heurtons presque quotidiennement à cette question, puisque si nous avions le souhait de mettre à disposition le très large corpus que nous avons crawlé, nous ne le pourrions pas, bien sûr, sans d'extrêmes précautions, pour des raisons de droit d'auteur bien compréhensibles. Mais ce qui est frappant, c'est que toute notre action, du début jusqu'à la fin, finalement, au sein du centre de recherche, elle est bornée, ou elle doit être bornée, ou pour être très honnête, elle devrait être bornée par ces considérations-là, parce que le cadre juridique, il est très important, on n'est pas tous juristes. Et donc je remercie vraiment Olivier de s'être rendu disponible. Il est très tôt en plus, de là où il nous parle. Il a patienté en écoutant tout le monde jusqu'à présent, et donc je lui cède bien volontiers la parole. Merci beaucoup pour cette introduction franchement chaleureuse et ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment, d'explorer surtout le thème de fiction et données ou données et fiction du point de vue juridique. Et c'est tout un territoire à explorer et à cartographier. D'ailleurs, je souligne, parlant de cartographie, que l'Université Concordia où je travaille est sur un territoire autochtone non cédé, dont la nation Kenoen-Keaka, pardon pour la prononciation, sont les titulaires des lieux et par ailleurs, j'habite à l'intersection de la rivière des Outaouais et du grand fleuve Saint-Laurent, et je dois rajouter la nation Wabanaki, qui est aussi titulaire des lieux où j'habite en ce moment. Mais bien sûr, je suis ici pour faire le pont entre deux continents. Et Normand Baillargeon, dans la revue Moebius numéro 141 en avril 2014, parlait de sa part de deux continents qui sont les mathématiques et la littérature, deux continents qui nécessitent une conversation parfois. Et je crois que le thème de fiction et données m'a vraiment amené à ce texte de Normand Baillargeon. Donc, les deux continents en ce qui le concerne sont les mathématiques et la littérature, et puis l'approche cette question-là par le côté du formalisme des mathématiques et de la littérature, donc la forme du récit par ailleurs, et aussi la forme des propositions et de la preuve en mathématiques. Le jeu des règles, des axiomes et des théorèmes en mathématiques, et bien sûr le jeu des énigmes et des intrigues en littérature, et finalement le récit lui-même, parce que les mathématiques sont un grand récit logique ou qui allie imaginaire et souvenir, vocabulaire et concept, tout comme la littérature. Alors, je vous amène de ce côté-là des continents de la littérature et des mathématiques pour vous poser ma théorie, si j'ose dire, concernant la plateforme et le juridique. C'est-à-dire que pour bien comprendre les enjeux juridiques, on ne peut pas approcher les questions qui nous concernent par le juste naturalisme ou le positivisme juridique. Alors là, je n'expliquerai pas ces concepts-là parce que ça me prendrait le reste de ma matinée et de votre après-midi. Ce qu'on doit faire, donc pour poser la question, la bonne question, c'est de développer une nouvelle approche qui est en lien avec le pluralisme juridique. Et oui, effectivement, il s'agit de récupérer les thèmes cybernétiques. Et puis là, c'est pas parce que je veux attaquer un certain universalisme républicain là, qui s'allie plutôt au juste naturalisme et positivisme. Alors, c'est pas un traumavertissement, ne faites-vous-en pas, là, je suis pas rendu là à faire ce genre de choses. Et oui, traumavertissement, c'est un néologisme pour trigger warning. Donc, je veux parler du pluralisme juridique parce que c'est vraiment la chose que l'on doit faire pour poser les bonnes questions en ce qui concerne les plateformes et le droit, les questions juridiques des plateformes. Donc, pluralisme juridique, voilà. Alors, c'est un thème juridique qui est très présent à Montréal. C'est l'École de Montréal, dont Guy Rocher
et Freytag sont les héritiers, entre autres, notamment, et qui a bien sûr guidé mes études doctorales en droit. Alors, pour devenir vraiment populaire sur les voies appiennes de Rome, je vous recommande de devenir bibliothécaire, de tenir un blog sur le droit depuis 15 ans et de faire un doctorat en droit, ce qui permet de faire peur aux avocats de vos universités, mais aussi proposer des cadres théoriques pertinents pour l'élaboration de projets complexes en humanité numérique. C'est vraiment chouette, je vous le conseille fortement. Donc, pour diviser mon sujet en propos plus précis par rapport au pluralisme juridique, vous ne serez pas surpris si je prends la plateforme, le concept de plateforme, et je la démembre, décortique en sous-morceaux, en éléments plus simples qui vont interagir ensemble. Alors, vous me voyez venir complètement cybernéticien ici, mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien. Mais les 4 éléments à retenir pour diviser le concept de plateforme en morceaux que l'on peut manipuler en droit sont les suivants. Les règles, les objets, les sujets et les interactions. Donc, si je vous propose ces 4 éléments-là, c'est parce qu'ils permettent de bâtir un cadre théorique sur lequel on va pouvoir analyser les enjeux juridiques. Alors, ce que j'ai fait avec ma collègue Marjolaine Poirier, qui n'a pu être avec nous ce matin, et dans le cadre du projet LQM financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, que je remercie énormément, sous la gracieuse direction de Bertrand, qui est avec vous en ce moment, nous avons utilisé ce cadre théorique-là pour bâtir une matrice que je vous présente en arrière-plan sur une boîte de céréales géante qui va allier les deux, on a pris les 4 éléments, puis on les a multipliés en produits matriciels. C'est bien sûr parce que j'apprécie grandement les films de Keanu Reeves que nous avons fait une matrice, bien sûr. Mais l'idée ici, ça c'est pour comprendre le cadre théorique qui nous amène. Puis vous ne le voyez pas à l'écran, c'est voulu, c'est juste pour vous aiguicher, pour vous créer une espèce de friction, un désir de savoir. Que je vous le présente en complètement illisible, mais c'est normal parce que même si je rapproche la caméra, vous ne verrez rien. Donc, cette friction, en fait, c'est votre désir de savoir comment elle s'arrime. Alors là, le cadre théorique, donc les 4 éléments, règles, objets, sujets, interactions. En ce qui concerne les règles, je vais les passer rapidement, puis après ça, je vais vous proposer une piste d'action, parce que je reste bibliothécaire, puis en plus, je suis taureau. Alors, oubliez ça, vous allez avoir des choses à faire, pragmatiques à faire demain matin. Vous allez savoir quoi faire après ma présentation. 15 minutes, je change votre perspective du monde. Donc, pour les règles, alors c'est simple, il y a le droit d'auteur, de toute évidence. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur, comment ça fonctionne? Mais ce n'est pas exactement ça qui est pertinent dans cette question. Parce que, bon, je vais rajouter d'autres éléments. Il y a la question du statut de l'artiste qui découle de l'exception culturelle francophone, je dirais même, française, mais certainement québécoise aussi, parce qu'il y a une exception québécoise. Et d'ailleurs, le Canada, c'est un laboratoire génial pour étudier le droit parce qu'on va être à l'intersection des Américains et de l'Europe continentale. Alors, c'est vraiment génial comme endroit pour explorer. Alors, le droit d'auteur, le statut de l'artiste et cette espèce de volonté de découvrabilité ou d'utilitarisme qui vient un peu brouiller les pistes. Donc ça, c'est du point de vue des règles. Alors, il y a une pluricité de règles, il y en a toute une quantité, mais il faut quand même les avoir en tête pour bien comprendre. Et à ces règles d'ordre public-là, donc les règles du législateur, il faut rajouter, bien sûr, tous les ordres privés. Alors là, je ne tomberai pas là-dedans, mais on parle ici de régime contractuel de société de gestion collective. Alors, je vous épargne tout ça, mais l'idée ici, c'est que les règles sont cette espèce de bagage juridico-social qui contraignent les gens. So far, so good. Ensuite, nous avons les objets. Donc, je continue mes colonnes ici, à passer mes colonnes. Les objets, c'est les œuvres. Alors, moi, j'adore les conversations de gens en littérature, de collègues en littérature qui parlent d'œuvre. Qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce que c'est pas une œuvre? En fait, en juridique, en droit, il y a une définition très précise. Il y a l'œuvre et la non-œuvre. C'est très simple à comprendre. C'est quasiment mathématique. Mais c'est pas ça qui nous intéresse nécessairement. Elle est là, l'œuvre. Mais dans le monde numérique, dans le monde de la plateforme, il y a d'autres choses à considérer qui sont presque plus intéressantes que l'œuvre. Et c'est là où on est dans un changement de paradigme. Notamment les métadonnées. Les métadonnées sont une nouvelle catégorie d'œuvres qui s'en vont s'insérer, qui vont rajouter des dimensions dans la conception de l'œuvre qui va l'enrichir d'objets. C'est pour ça que je parle d'objets au sens large. Donc, les métadonnées qui ne sont pas des œuvres au sens juridique, mais qui sont quelque chose d'autre, revêtent un caractère très important. Par ailleurs, et celui-ci, c'est un peu perdu pour beaucoup, mais quoique je pense que les gens dans cette salle vont comprendre l'enjeu, l'objet corpus.
Donc, cette sommation d'œuvres, ce qu'on appelle en bibliothéconomie des collections, peut-être dans d'autres domaines comme les archives et les musées, les fonds, les archives, toutes ces accumulations d'œuvres qui, en droit, ont une caractéristique très particulière. Et pas juste en droit, parce que je peux vous dire que nos amis en intelligence artificielle, nos collègues dans les départements d'informatique, salivent à l'idée de corpus. Hein? Donc, un algorithme va se renseigner de corpus. Donc, du point de vue théorique, j'élargis la notion d'œuvre pour la nommer objet et rajouter des éléments dans la catégorie objet qui sont d'autant plus pertinents. Donc, on a passé les règles, on a passé les objets, on arrive au sujet. Et là, j'ai une petite larme pour les prescripteurs de ce monde qui vont octroyer une valeur symbolique à une œuvre, qui sont peut-être plus pertinents aujourd'hui. Mais ce qui concerne aujourd'hui, c'est beaucoup plus les propriétaires, qui ne sont pas nécessairement les artistes, soit dit en passant, les lectrices et les corporations qui vont vouloir exploiter une valeur économique non exploitable dans un marché transitionnel. Alors, les sujets, donc, c'est des personnes à la fois physiques et morales, des corporations ou des individus, qui vont avoir des rôles à jouer nouveaux, qui vont redynamiser ce modèle-là. Puis là, je vous passe, il y a toutes sortes de notes, on est en train d'écrire là-dessus. Là, je vous donne la version courte de l'histoire, la pointe de l'iceberg. Et finalement, les interactions. Et les interactions ici sont très importantes parce que c'est là qu'on va positionner le concept de lien informatique, de lien numérique. On va placer les algorithmes qui deviennent une nouvelle façon de comprendre les interactions entre les œuvres et entre les objets, les sujets, dans la perspective des règles. Par ailleurs, il y a le concept de réseau qui s'insère dans les interactions. Les réseaux qui ont une dynamique qui leur sont propres, qui sont souvent plus fortes que les règles juridiques. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre en balance ces différents éléments-là entre le droit d'auteur et la force de connectivité d'une œuvre qui n'est plus nécessairement en lien avec sa valeur symbolique, mais plutôt une valeur structurante ou stratégique. Alors, on parle ici de la culture populaire, par exemple. Donc, tout ceci pour dire que dans ce modèle où les règles, les objets, les sujets et les interactions constituent les éléments à mobiliser, ça, c'est un beau cadre théorique qu'on est en train de peaufiner là, avec des recherches sur papier, là, entre autres, là, mais aussi dans mon carnet de recherche. Qu'est-ce qu'on fait demain matin avec tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment est-ce que quelqu'un qui veut se lancer une plateforme de littérature numérique peut mobiliser ces éléments-là? On a articulé un cadre d'analyse à partir de ces éléments-là pour outiller des équipes de recherche, puis c'est ce qui fait ma popularité dans les voies appiennes de Rome, on va pouvoir appliquer à vos concepts. Alors, ce que je recommande de faire et ce que je fais avec souvent, c'est les doctorants et les post-doctorants des équipes de recherche, là, mais Marcello, Bertrand sont bien au fait de tout ça, là, Nathalie aussi, c'est qu'on va prendre certains éléments qu'on va choisir de ce cadre théorique-là qui est très vaste, puis on va les mettre en relation pour pouvoir analyser les contextes de vos projets. Et spécifiquement, on regarde les interactions souhaitées avec les objets dans vos corpus. C'est comme ça qu'on va bâtir une deuxième matrice, que j'appelle matrice prime, ou un écho de votre projet, qu'on appelle le cadre d'analyse œuvre-utilisation. Et c'est grâce à ce formalisme-là qu'on va pouvoir mettre en relation à l'intérieur des cellules de la matrice. Donc, si vous comprenez le cadre théorique, il y a 4 éléments. J'en ai choisi 2. Ça veut dire que les 2 qui restent, on va les imbriquer dans chacune des cellules pour pouvoir analyser la situation. Alors, qu'est-ce que ça mange le matin? À quoi ça ressemble? C'est très simple. On va regarder tous les éléments d'interaction qui vont intéresser vos projets. Par exemple, je veux parler de mon œuvre sur Twitter, je veux avoir une notice dans une banque de données, je veux pouvoir afficher la couverture dans un colloque. Tous ces éléments d'interaction-là, on appelle ça des utilisations, donc c'est une version précise des interactions. Et on va regarder tous les objets dans votre corpus. Alors, vous avez des poèmes, des haïkus, vous avez des livres, vous avez des couvertures, vous avez toutes sortes d'objets qui sont recensés dans les ontologies qui ont été présentées précédemment. Et grâce à cette matrice-là, dans chacune des cellules, on va analyser quel est le choix de la règle applicable. Quel est le choix qui est pertinent pour l'équipe de recherche? Donc, à l'intérieur des cellules, c'est là qu'on va trouver la réponse des règles.
Alors là, ça a l'air tout complètement théorique. J'en suis à 15 minutes sur ces questions-là. Mais j'espère que j'ai pu vous proposer un aperçu de l'approche juridique pour la compréhension des plateformes qui implique, bien sûr, un ode à Keanu Reeves et les films de la Matrice. Voilà, je suis à vous pour des questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Olivier pour cette ode effectivement à Matrix et à Kellogg's en même temps. Donc ceux parmi nous qui découvraient Olivier Charbonneau comprennent pourquoi maintenant je vais les inciter très vivement à aller visionner les vidéos d'Olivier Charbonneau qui sont accessibles en ligne, qui sont des moments passionnants et très animés. On a appris beaucoup en 15 minutes. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au